Bonjour, chers étudiants. Euh, donc, il s'agit d'un exercice de statistique descriptive euh, sur les tableaux de contingence et plus précisément sur l'indépendance ou non l'indépendance de deux caractères qualitatifs. Alors, on a vu dans le cours qu'on utilise un test d'hypothèse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, on a une petite vue sur la statistique inférentielle. Donc, les tests d'hypothèse seront détaillés dans un cours de statistique inférentielle. Alors, ici, l'hypothèse, c'est l'indépendance entre les deux caractères étudiés simultanément. Donc, il y a une loi de probabilité qu'on appelle la loi du qui-2 qui nous permet de faire ce test. C'est une loi très utilisée à d'autres fins parce qu'il y a beaucoup de tests dans lesquels cette loi intervient. Mais ici, on l'utilise pour dire est-ce que l'hypothèse d'indépendance est retenue ou rejetée. Bien évidemment, il y a une certaine marge d'erreur parce que c'est comme une estimation. Donc, il y a un pourcentage d'erreur qu'on assume pour dire que est-ce que c'est indépendant ou non indépendant. Donc, on va fixer un risque d'erreur qu'on appelle alpha. En général, c'est 5%. Dans beaucoup de situations, c'est 5%. Et le but, c'est de dire s'il y a indépendance entre les deux caractères, c'est ce que je suppose. Et même si j'arrive à valider cette hypothèse-là, le risque que ça ne soit pas le cas est de 5%. Donc, ça veut dire que j'ai 95% raison en disant que les deux caractères sont indépendants. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le risque assumé. Alors, revenons à l'exercice. Donc, je vous demande de marquer une pause et de recopier l'énoncé au besoin, ou de faire une capture d'écran pour garder l'énoncé à côté, parce qu'après, on va défiler au niveau de la correction. On vous dit un traitement est administré à 3 doses différentes, D1, D2, D3, à un groupe de sujets atteints d'une même maladie. L'expérimentation est faite en double aveugle, c'est-à-dire au hasard. On compte le nombre de guérisons pour chaque dose. Les résultats sont les suivants. Calculer le qui-2 de contingence. Première question. Deuxième question, que peut-on déduire quant à l'indépendance entre la dose administrée et la guérison du malade? Donc, on demande de considérer un risque alpha égale 5%, d'invalider l'hypothèse d'indépendance. J'en ai parlé tout à l'heure avec le risque assumé. Alors, quand vous regardez le tableau de contingence, on va commenter un peu ce tableau-là. Donc, en ligne, vous avez les doses, c'est-à-dire ce sont les différentes modalités du caractère dose administrée. Et en colonne, vous avez sujet guéri, sujet non guéri, qui sont les deux modalités du caractère guérison du malade. Alors, donc, quand vous regardez le tableau, donc c'est un tableau qui est croisé. Donc, par exemple, si on regarde la première ligne en croisement avec la première colonne, on a 30 sujets à qui on a administré la dose 1 et qui ont été guéris. Le mot est très important parce que ce sont des effectifs conjoints, des effectifs croisés. Donc, deuxième ligne, toujours première colonne. Donc, il y a 42 patients à qui on a administré la dose 2 et qui ont été guéris. Donc, ligne 3, première colonne toujours, il y a 58 patients à qui on a administré la dose 3 et qui ont été guéris. Première ligne, deuxième colonne. Donc, il y a 30 patients à qui on a administré la dose 1 et qui ont été non guéris.
Ensuite, deuxième ligne, deuxième colonne, il y a 35 patients à qui on a administré la dose 2 et qui ont été non guéris. Troisième ligne, deuxième colonne, il y a 31 patients à qui on a administré la dose 3 et qui ont été non guéris. Maintenant, ce qu'il faut savoir ici, c'est que quand on parle de dose 1, dose 2, dose 3, ce n'est pas des quantités de doses, c'est différentes doses, c'est différents types de doses. Il ne faut pas penser que c'est la dose D1, 5 ml, dose D2, je ne sais pas moi, 10 ml, dose 3, D2. Non, ce n'est pas ça. N'est-ce pas? Trois doses différentes, c'est-à-dire que, par exemple, la dose D1, c'est lié à une substance particulière. La dose D2, une substance particulière, et la dose D3, une substance particulière. Donc, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Parce que, évidemment, bien sûr, quand il s'agit de la même substance, les dosages vont influer sur l'état de santé du malade. Du moins, c'est ce qui est logique, n'est-ce pas? Parce que des fois, il y a des sous-dosages, des fois, il y a de bons dosages, des fois, il y a des surdosages, bien sûr, s'il s'agit de la même substance. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est voilà, des substances différentes. N'est-ce pas? On administre des substances différentes et puis on regarde ce qui se passe. Des fois, il y a guérison, des fois, il n'y a pas guérison. Maintenant, on essaie de voir quel est le lien entre le type de dose administrée et l'état final du malade. Est-ce qu'il est guéri ou non guéri? N'est-ce pas? Voilà. Donc, ça, c'était pour un peu fixer les idées. Donc, c'est ça qu'on attend de vous quand vous lisez un énoncé. C'est ce raisonnement-là que je suis en train de faire qu'il faut au préalable faire. Vous lisez votre énoncé, vous faites le link avec le cours, vous savez de quoi on parle, vous savez ce qu'on vous demande. Maintenant, quels sont les outils qui ont été utilisés dans le cours? Quels sont les calculs qui vous attendent? Donc, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, ça prend à peu près entre 5-7 minutes, vous voyez un peu là. Donc, pour un peu nous mettre dans le bain de l'exercice. Donc, c'est l'intro. C'est l'intro personnel. OK? OK. Maintenant, on passe à la correction. La question 1, on demande à calculer le Q2 de contingence. Alors, dans le cours, on a donné une formule du Q2 de contingence. Une formule du Q2 de contingence et dont la formule simplifiée est celle-là qui apparaît à l'écran. Donc, c'est une formule simplifiée, n'est-ce pas, qu'on peut démontrer, n'est-ce pas, mais l'objet n'est pas de démontrer cette autre formule du Q2 de contingence. Donc, on va prendre cette formule-là. Alors, c'est une formule qui semble un peu lourde, mais quand on va l'appliquer, vous voyez que le principe est très simple. Alors, je vous laisse regarder quelques secondes la formule, n'est-ce pas? OK. Mettre pause et essayer de la visualiser, essayer de la mémoriser de façon visuelle. Mais au cours de la correction, c'est détaillé, on vous montre en fait comment comprendre cette formule, comment la comprendre. OK? Donc, au fur et à mesure qu'on va défiler, je vais commenter un peu ces explications-là sur comment comprendre cette formule. OK? Alors, d'abord, dans la formule, donc il y a une somme qui va de I allant de 1 jusqu'à P. On avait dit que I, c'est l'indice de ligne. C'était pour numéroter les lignes. Donc, ça veut dire que les lignes vont de 1 à P. Donc, on a P lignes. Alors, il y a aussi une somme qui dit somme de J est égale à 1 jusqu'à Q. Alors, J, c'est l'indice de colonne. Ça permet de numéroter les colonnes. Et les colonnes vont de 1 jusqu'à Q. Alors, donc, on le dit ici, P est le nombre de modalités en ligne. Donc, c'est le nombre de modalités en ligne, c'est-à-dire les nombres de modalités du caractère qui est en ligne. Ici, le caractère qui est en ligne, c'est le caractère X, c'est-à-dire la dose administrée au malade. N'est-ce pas? Donc, il y en a 3. Donc, il y a 3 doses. Donc, P est égal à 3. OK? Il y a 3 modalités pour le caractère X dose. Ensuite, Q, c'est le nombre de modalités en colonne. Donc, on a 2 modalités pour le caractère guérison du malade. Patient guéri ou patient non guéri, ce sont les deux cas de figure, les deux modalités. Donc, Q est égal à 2. Donc ça, c'est fixé. Ensuite, on a un grand N qui apparaît aussi dans la formule, c'est l'effectif total. C'est l'effectif total, l'effectif de tous les patients. Qu'importe ce qui s'est passé en dose ou en guérison, n'est-ce pas?
c'est le récapitulatif, donc c'est la somme de tous les effectifs qui apparaissent dans le tableau de contingence. Donc, c'est N. Alors, on va compléter le tableau de contingence, n'est-ce pas, en ajoutant les effectifs marginaux, c'est-à-dire les effectifs des lignes d'un côté et les effectifs des colonnes de l'autre. Alors, les effectifs des lignes, on les note NI points. Donc, I, c'est l'indice de ligne, donc c'est tout à fait normal que les I apparaissent pour les sommes en ligne. NI point, ça veut dire que bon, le point représente la disparition de l'indice de colonne. Parce que NIJ, au départ, c'est l'effectif conjoint. Le N situé à la ligne I et à la colonne J. Mais quand le J disparaît, ça veut dire que c'est une somme marginale. On a sommé tous les éléments de la ligne I. Ça veut dire que l'indice de colonne va disparaître parce que l'indice de colonne a bougé. Il nous a permis de nous déplacer latéralement, horizontalement si vous voulez. Okay? Donc on a parcouru toute la ligne, on a fait la somme. Mais la ligne reste la ligne I. Garde le numéro de la ligne I. Donc on met NI point. Donc on fait la somme des patients qui se trouvent sur la ligne 1, c'est-à-dire tous les patients qui ont reçu la dose 1 et 1. Donc ils sont au nombre de 60. Qu'importe ce qui s'est passé au niveau de la guérison, en tout cas, on se concentre sur les patients qui ont reçu la dose 1. Donc 30 plus 30, ça fait 60. Donc, ça veut dire que si on dit que c'est la ligne 1, donc ce sera N1 point. N1 point est égal à 60. Alors, vous avez la deuxième ligne. La deuxième ligne, ce sont les patients qui ont reçu la dose numéro 2, qu'importe ce qui s'est passé, guérison ou non guérison. Donc, ils sont au nombre de 77. Donc, on fait 42 plus 35. Okay? Donc, en fait, ça fait N2 points. N'est-ce pas? C'est la somme de toute la ligne 2. Donc, ça fait 77. Alors, ensuite, ligne 3. Des patients qui ont reçu la dose 3. Qu'importe ce qui s'est passé en guérison ou non guérison. Donc, ils sont au nombre de 89. Donc, on a fait 58 plus 31, ce qui nous fait 89. Donc, il y a 89 patients qui ont reçu la dose 3. Donc, on est à N3 points. Ensuite, on se concentre sur les colonnes. Donc là, maintenant, on travaille sur le caractère guérison. Sujet guéri, non guéri. Alors, la première colonne, ce sont les sujets qui ont été guéris. On ne se préoccupe plus de quelle dose ils ont reçu, donc on se concentre sur ceux qui ont été guéris. Donc, colonne numéro 1. Donc là, ce sont les effectifs marginaux N.J. Parce que maintenant, on numérote les colonnes. Et le numéro de colonne, c'est J. Donc, le numéro de ligne disparaît parce qu'on s'est déplacé verticalement. Donc, on a bougé en ligne pour faire le total de la colonne. Donc, l'indice de ligne va disparaître pour laisser de place à l'indice de colonne J. Donc, c'est pour ça qu'on dit N.J. Alors, N.1, donc, la somme marginale de la colonne 1, c'est 30 plus 42 plus 58, ce qui nous fait 130. Donc, il y a 130 patients qui ont été guéris. Donc, les patients qui ne sont que dans la colonne guéris, ils sont au nombre de 130. Qu'importe ce qui se passe au niveau de la dose qui a été reçue. Ensuite, on a les patients non guéris. Donc, c'est au niveau de la colonne 2. Alors, si on fait la somme de tous ces patients-là, on trouve 96. Donc, il y a 96 patients qui ont été non guéris, qu'importe ce qu'ils ont reçu comme dose. Voilà donc les sommes marginales, c'est-à-dire les effectifs marginaux. Et maintenant, l'effectif total, qui est la somme de tous les effectifs conjoints au départ du tableau de contingence, on pouvait le calculer directement, mais on se rend compte que si on fait le total des effectifs marginaux qui se trouvent sur chaque ligne, on va trouver 226. Donc 60 plus 77 plus 49, ça fait 226. Évidemment aussi, si on fait la somme de tous les effectifs marginaux qui se trouvent au niveau de la dernière ligne, 130 plus 86, oui, on va trouver 226. D'accord? Donc, ça veut dire que l'effectif total est 226. Donc, il y a 226 malades qui ont été traités. N'est-ce pas? Voilà, donc, il faut compléter le tableau de contingence avec les effectifs marginaux et bien sûr avec l'effectif total. Donc, N égale 226. Donc, dans la formule du Q2, le grand N sera remplacé par 226. Et tous les NIJ ou les NI points que vous voyez vont être remplacés par les éléments du tableau de contingence complété que voici. N'est-ce pas? Donc, la formule, les éléments qui se présentent à l'écran dans le tableau de contingence, n'est-ce pas? Vous allez tout simplement les placer là où il faut dans la formule. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux sommes
qui apparaissent au niveau de la formule du qui2 de contingence, ça veut dire que tout simplement, vous sommez tout. En ligne et en colonne, vous sommez tout. Les deux sommes. La première somme indicée en J, l'autre indicée en I, ça veut dire tout simplement que vous parcourez tout le tableau de contingence. Vous parcourez toutes les lignes, toutes les colonnes. Donc, cette double somme, on aurait pu faire une double somme en mettant I, virgule J, pour dire que voilà, vous sommez tout, mais on l'a séparé en deux. Voilà. Par associativité de l'addition, n'est-ce pas? Donc, en observant la formule, on peut dire. Donc là, c'est les commentaires dont je vous parlais au niveau de la formule. Alors, dans la formule, vous avez qui2 au carré est égal à n. Vous ouvrez une grande parenthèse. Somme de i est égale à 1 jusqu'à p. Puis somme de j est égale à 1 jusqu'à q. De nij au carré divisé par un produit ni point fois n point j. Plus loin, vous mettez le signe moins. Après le signe moins, vous mettez 1 et vous fermez la parenthèse. Donc, c'est ça la formule du qui2 de contingence. Alors, donc, on se concentre, petite là, première énumération, sur le terme nij au carré divisé par, voilà, divisé par tout le produit ni point multiplié par n point j. En fait, c'est ça le terme générique de la double somme. Alors, si on regarde ce terme-là, ça signifie quoi? Regardez au numérateur. Au numérateur, vous avez l'effectif conjugué NIJ élevé au carré, c'est-à-dire l'effectif situé à l'intersection de la ligne I et de la colonne J. C'est l'effectif conjoint, donc l'effectif croisé, situé à l'intersection de la ligne numéro I et de la colonne numéro J. Donc, on peut bien le lire au niveau du tableau de contingence. Il suffit juste de dire c'est quelle ligne et c'est quelle colonne. Vous avez l'effectif qui est là-bas. Vous l'élevez au carré. Ensuite, vous divisez par quoi? Vous divisez tout simplement par les deux effectifs marginaux qui lui font face. L'un à l'extrémité de la ligne où cet effectif-là se trouvait, et l'autre à l'extrémité de la colonne, au bas de la colonne, n'est-ce pas, de la ligne où se trouvait l'effectif conjoint. Donc, on divise par le produit des deux effectifs marginaux qui lui correspondent en ligne et en colonne. Okay? Donc, on va lire un peu. Le terme NIJ carré divisé par NI point fois N point J signifie qu'à la croisée de la ligne I et de la colonne J, on élève l'effectif conjoint NIJ au carré, puis on le divise par le produit des deux effectifs marginaux qui se trouvent respectivement sur sa même ligne, sur sa même colonne. Vous pouvez réécouter cette partie-là que je viens de commenter et qui s'affiche à votre écran. Ensuite, on calcule tous les NIJ au carré divisé par NI point fois N point J. Ça veut dire que vous allez faire ce calcul-là pour tous les effectifs conjoints. Chaque effectif conjoint, élevez-le au carré, divisé par les effectifs marginaux, se trouvant respectivement sur sa même ligne et sur sa même colonne. D'accord? D'accord. Donc, vous prenez un effectif marginal, vous l'élevez au carré, vous le divisez par le produit de l'effectif marginal qui se trouve carrément à droite au fond comme effectif marginal, multiplié par l'effectif marginal qui est carrément en bas au niveau de la même colonne. Et vous le faites pour tout le monde. C'est ce que nous dit le point 2. Maintenant, le terme où apparaissent les deux sommes de ce terme générique NIJ au carré, NI point fois N point J, signifie que vous allez faire la somme de tout ce que vous venez de calculer. N'est-ce pas? Et maintenant, vous prenez cette somme que vous avez calculée, vous retranchez 1. Ensuite, vous multipliez le tout, le nouveau résultat que vous avez obtenu en retranchant 1, vous multipliez le tout par N, l'effectif total. Et donc, c'est ça qui va vous donner le qui2 de contingence. Alors, ce n'est pas très compliqué. On donne ici quelques techniques pour vous faciliter le calcul. C'est-à-dire qu'on peut
reprendre le tableau de contingence, mais en mettant au niveau de chaque endroit où se trouvait l'effectif conjoint, on met le calcul NIJ au carré, c'est-à-dire l'effectif qui se trouvait là-bas. On l'élève au carré, puis on divise par les effectifs marginaux. On divise par le produit de l'effectif marginal qui était sur la même ligne, multiplié par l'effectif marginal qui est sur la même colonne. Donc ici, on va avoir première ligne, première colonne, c'est 30 au carré, divisé par le produit 60 fois 130, n'est-ce pas? Parce que si vous regardez, on va commenter un peu. 60, c'est l'effectif marginal qui se trouvait au fond sur la même ligne. Et 130, c'est l'effectif marginal qui se trouve tout au fond en bas sur la même colonne. Donc, c'était première ligne, première colonne. Ensuite, on passe, n'est-ce pas? Bon, on va lire en ligne et puis descendre en colonne. On reste sur la même ligne. Parce que c'est comme ça qu'on a calculé le qui de contingence en bas. Mais vous pouvez aussi lire en colonne, et de colonne en colonne, et puis faire les sommes. C'est pas méchant. Alors, on va lire en ligne ici. Donc, on va lire la première ligne en entier. Donc, si on regarde première ligne, deuxième colonne, il y avait 30 là-bas comme effectif conjoint. On l'élève au carré, puis on divise par 60 fois 96. 60, c'est l'effectif marginal situé sur la même ligne, carrément à droite. Et 96, c'est l'effectif marginal situé sur la même colonne, carrément en bas. Ensuite, on passe à la deuxième ligne. Il y avait 42 là-bas comme effectif marginal. Donc, on fait 42 au carré. Il y avait 42 plutôt, excusez-moi, comme effectif conjoint. Donc, on élève 42 au carré, puis on divise par le produit 77 fois 130. Alors, 77, c'est l'effectif marginal situé sur la même ligne, carrément à droite au fond. Et 130, c'est l'effectif marginal situé sur la même colonne, carrément en bas. Ensuite, on passe à toujours deuxième ligne, deuxième colonne. L'effectif conjoint, l'effectif croisé qui se trouvait là-bas, c'était 35. Donc, on fait 35 au carré, divisé par le produit 77 fois 96. Alors, 77, c'est l'effectif marginal situé sur la même ligne, carrément à droite, au fond, 77. Et puis, 96, c'est l'effectif marginal de la colonne, de la deuxième colonne, carrément au fond, 96. Alors, troisième ligne maintenant. Troisième ligne, première colonne. L'effectif conjoint, c'est-à-dire l'effectif croisé qui était là-bas, c'est 58. Donc, on fait 58 au carré. Alors, 58 au carré, divisé par 89 fois 130. 89, c'est l'effectif marginal situé sur la même ligne, carrément au fond à droite. Et 130, l'effectif marginal situé sur la même colonne, carrément en bas. On passe à la troisième ligne, deuxième colonne. L'effectif conjoint qui s'y trouvait, c'est 31. Donc, on fait 31 au carré, divisé par quoi? Par quoi? 89 fois 96. 89, c'est l'effectif marginal de la même ligne située carrément à droite. Et 96, c'est l'effectif marginal de la colonne située carrément en bas. Alors, voilà donc, juste pour préparer, pour visualiser de façon voilà, ordonnée, tout ce qui va nous attendre. Maintenant, on va sommer tous ces éléments-là. Et ça va apparaître dans la formule. Et donc, la formule du qui 2, on appelait ici juste en bas, nous disait qu'il fallait mettre n en facteur l'effectif total. Donc, on fait 226. Entre parenthèses, la somme en ligne et en colonne de tous ces éléments-là. Donc, on somme les éléments de la première ligne, 30 au carré sur 60 fois 130, plus 30 au carré encore sur 60 fois 96. Puis, on passe aux éléments de la deuxième ligne, 42 au carré sur 77 fois 130, plus 35 au carré sur 77 fois 96, on passe aux éléments de la troisième ligne, 58 au carré sur 89 fois 130, plus 31 au carré sur 89 fois 96. Ensuite, on fait moins 1, plus loin. Et maintenant, on ferme la parenthèse. Ça veut dire que le 226 est multiplié par tout ça. Et les calculs sont élémentaires, vous passez à la machine à calculer et vous trouvez qui 2 égale 3,80. On a arrondi à deux chiffres après la virgule. Parfait. Donc, on a répondu à la première question, on a calculé le qui de contingence. Alors, vous pouvez marquer une pause, refaire les calculs, il n'y a pas de problème. Alors, on passe à la deuxième question.
La deuxième question, c'est là où maintenant on fait le test d'hypothèse d'indépendance. Donc, c'est de la statistique inférentielle. Mais c'est une petite introduction à la statistique inférentielle, hein, qui est, disons-le, c'est un gros morceau, la statistique inférentielle. Parce que c'est ce qu'on appelle la statistique mathématique. C'est un très gros morceau. Mais il y a ce qu'on appelle le test d'indépendance entre deux caractères qualitatifs, qu'on appelle le test du Q2. Le Q2, je rappelle qui peut aussi servir à faire d'autres tests sur des caractères quantitatifs, des tests un peu plus pointus. Alors, on retourne à cet exercice. On va appeler X le caractère, la dose administrée, et Y la guérison du malade. Donc, ce sont les deux caractères qui apparaissent dans le tableau de contingence. Alors, on formule l'hypothèse nulle, c'est-à-dire l'hypothèse qu'on choisit de mettre en place. Pour nous, on aurait souhaité que X et Y soient indépendants. Ou pas, hein, c'est juste, voilà. On va juste aborder le problème par l'hypothèse que X et Y sont indépendants. Donc, c'est cette hypothèse-là qu'on a posée. Alors, l'hypothèse alternative, c'est-à-dire ce qui n'est pas l'hypothèse H0, c'est que X et Y ne sont pas indépendants. Il n'y a que ces deux situations-là pour ce test. Alors, on calcule le nombre de degrés de liberté. Alors, on a vu ça dans le cours. La loi du Q2, qui est une loi de probabilité générale, n'est-ce pas, a parmi ses paramètres le degré de liberté. Okay? Donc, on avait expliqué dans le cours la notion de degré de liberté. Un exemple très simple, c'est que si vous avez une classe avec un effectif de 20 étudiants, le degré de liberté, c'est 20 moins 1, ça fait 19. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ça veut dire que si vous savez ce qui se passe en principe sur la totalité des étudiants, vous pouvez seulement vous contenter de savoir ce qui se passe avec les 19, sachant que vous pourrez toujours retrouver ce qui se passe pour le dernier. D'accord? Donc, c'est ça le degré de liberté. N'est-ce pas? Donc, si vous avez une formule à 3 éléments, une formule simple, disons par exemple la règle de 3. Pourquoi la règle de 3 marche? Parce que vous voulez connaître ce qui se passe pour le quatrième, vous avez 3 degrés de liberté. N'est-ce pas? Vous allez travailler avec les 3, sachant que la manipulation des 3 vous donnera certainement ce qui va se passer pour le quatrième. Voilà un peu ce que vous pouvez comprendre de façon simple, la notion de degré de liberté. Donc, en proportionnalité, si vous avez à calculer 4 éléments proportionnels, 2 à 2, n'est-ce pas, et liés par le même coefficient de proportionnalité, c'est 4 éléments. Donc, il suffit d'avoir des informations sur 3 d'entre eux pour avoir l'information sur le dernier. Donc, vous avez 4 éléments, donc vous avez 3 degrés de liberté, et on appelle ça la règle de 3. Donc, juste un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, s'il s'agit seulement du caractère X, on pourrait dire que le degré de liberté, c'est P-1 parce qu'on a P modalité. Si ça c'est seulement du caractère Y, on aurait pu dire que le degré de liberté, c'est Q. On a Q modalité. Non, le degré de modalité, c'est Q-1 parce qu'on a Q modalité. Alors, donc, on montre que dans le cadre de la loi du Q2, dans le cadre de la théorie des degrés de liberté, que le degré de liberté, c'est le produit des deux degrés de liberté. Donc, ça veut dire que c'est P-1 fois Q-1. D'accord? Donc, ce n'est que du dénombrement, ce n'est que du principe de dénombrement qu'on a appliqué ici. Donc, le degré de liberté conjoint, le degré de liberté vu par rapport aux deux caractères, c'est P-1 fois Q-1. Donc, on retranche 1 à chaque nombre de modalités et on fait le produit. Donc, pour le cas de cet exercice, le degré de liberté, c'est 3 moins 1 multiplié par 2 moins 1. N'est-ce pas? On a 3 modalités pour le caractère X, 3 moins 1. On a 2 modalités pour le caractère Y, on fait 2 moins 1. Donc, ça fait 2 fois 1 et ça fait 2. Donc, le degré de liberté du Q2 qu'on va utiliser, c'est 2. Maintenant, comme on a dit, il faut considérer un risque de se tromper, qu'on appelle alpha. Donc, ça veut dire que le risque de ne pas se tromper, c'est 1 moins alpha, c'est de l'autre côté.
Alors, alpha, on prend alpha égale 0,05, c'est-à-dire alpha égale 5%. Donc, on prend alpha égale 0,05 égale 5% d'invalider l'hypothèse H0, c'est-à-dire l'hypothèse de départ que X et Y sont indépendants. Donc, il faut faire, on l'a dit dans le cours, une distinction entre le qui de calculé, c'est-à-dire le qui de qu'on a calculé tout à l'heure, qui était de 3,8, 3,80 à 2 chiffres après la virgule. On va l'appeler qui de obs, ça veut dire qui de observé, qui de calculé. Donc qui de obs, qui de observé. Et maintenant, on va aussi le distinguer du qui de qui va être lu sur la table de la loi du qui de. Voilà. On va donner un extrait de la table de la loi du qui de ci-dessous et vous allez voir comment on a fait la lecture. Donc, il y a deux qui de. Il y a le qui de empirique observé sur les observations qu'on a, les données qu'on a, et le Q2 théorique, n'est-ce pas, qui va être lu sur la table de la loi du Q2. Okay? C'est parce qu'on a dit que la loi Q2 est une loi de probabilité, n'est-ce pas, théorique. Donc, le Q2 lu sur la table, en général, on l'appelle Q2 indice alpha. Ça pour dire que ça dépend du seuil de risque alpha fixé, n'est-ce pas? Mais des fois aussi, on l'appelle qui de seuil, n'est-ce pas? Donc, dans le cours, on a mis qui de seuil. Mais en fait, en réalité aussi, c'est le qui de alpha, dans la notation la plus répandue. Alors, le qui de calculé, ou qui de ops, il est égal à 3,80. Ça, on le sait. On l'a calculé en haut. Et maintenant, pour alpha égale 0,05, 5%, et pour un degré de liberté nu, donc c'est la lettre grecque nu, nu égale 2, on lit sur la table du Q2 le Q2 lu. Quel serait le Q2 théorique? Alors, voici ci-dessous un extrait de la table de la loi du Q2, une loi introduite par Pearson, Karl Pearson. Donc, au niveau de la ligne nue, au niveau des nus, donc les nus sont en ligne et les alphas sont en colonne. Donc, je regarde le degré de liberté nu, 2. Donc, je vais considérer la ligne 2 de la table pour les degrés de liberté. Et pour les colonnes, je vais considérer la colonne alpha égale 0,05. Donc, à l'intersection de la ligne degré de liberté nu égale 2 et de la colonne alpha égale 0,05, je trouve un qui-2 de 5,99. Je dis un qui-2 de 5,99. Alors, c'est ça qu'on a ici, ci-dessus même. Le qui-2 alpha, le qui-2 lu apparaît ici, à l'écran, ci-dessus, on l'a dit. C'est 5,99. Alors, on va répéter la phrase. Pour alpha égale 0,05 égale 5% et pour un degré de liberté nu égale 2, on lit sur la table de la loi du qui2 que qui de alpha est égal à 5,99. Maintenant, après avoir lu ça, on va le comparer avec le Q2 qu'on a calculé, le Q2 OPS. Le Q2 OPS. Alors, qu'est-ce qu'on vous disait? Si le Q2 calculé, Q2 OPS, est inférieur strictement au Q2 lu, Q2 alpha ou Q2 seuil, comme vous voulez, on conserve l'hypothèse qu'on a formulée H0 comme étant X, Y sont indépendants. Et ici, c'est le cas. C'est le cas parce que le Q2 calculé, le Q2 observé, à partir des données relevées, est égal à 3,80. Alors que le Q2 qui a été lu sur la table, tenant compte du degré de liberté et du seuil alpha fixé, est de 5,99. Donc 5,99 est supérieur à 3,80. Donc, on est dans la situation où le qui de calculé est inférieur au qui de lu. Je répète, on est dans la situation où le qui de calculé est strictement inférieur au qui de lu sur la table. Donc, on conserve l'hypothèse selon laquelle X et Y sont indépendants.
Donc ici, la conclusion, on va dire que X et Y sont indépendants. Ça veut dire que la guérison du malade est indépendante de la dose administrée. Donc c'est ça la conclusion de l'étude sur ça. Donc un exercice d'actualité, parce qu'actuellement, il y a toujours la COVID-19 qui sévit. Donc, vous voyez que les statistiques sont très, très utiles dans les sciences médicales, l'épidémiologie, la biologie, les traitements, etc., etc. Donc, il y a énormément de champs d'application. Voilà, je vous remercie et bon travail.